Studio. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, chez nous, Sans filtre. Sans filtre, c'est cette émission qui a pour vocation de faire la pleine lumière, le plein phare sur les sujets d'actualité portant sur la vie politique, sociale et économique de notre pays, le Cameroun. Bonsoir. Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez nous, chez vous, pour ce tout premier numéro de votre émission Sans filtre. C'est la toute première sortie avec en posture d'invité le docteur Jean-Paul Yongui, qui est un universitaire camerounais au parcours inspirant et alléchant. Vous aurez la possibilité de découvrir l'universitaire, le sportif. Du moins, vous allez découvrir l'homme dans ses différents contours. Avec lui, nous allons aborder des sujets d'actualité. Nous parlerons de la gouvernance universitaire. Nous parlerons de l'avenir de la politique, du moins du landerneau politique au Cameroun. Nous pourrons aussi recueillir son commentaire sur l'état de la francophonie actuelle. A tout de suite. Jean-Paul Yongui, bonjour. Bonjour André Achille Meka. Merci de me recevoir dans votre émission. Une émission qui promet. Très souvent, nous sommes dans les amphis et nous sommes hors caméra. Et lorsque nous venons sur votre plateau, parmi d'autres plateaux TV, nous avons la possibilité d'exprimer un certain nombre de réalités que nous n'avons pas toujours l'occasion de partager. J'espère que nous le ferons profondément. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin en posture d'invité. Oui. Et nous vous savons gré pour avoir délaissé vos différentes activités. Il faut dire que vous avez un programme assez chargé. Oui, c'est pas évident. Grappiller un peu de temps dans ce programme, c'est un privilège pour nous de vous avoir ce matin en posture d'invité. Déjà, comment se porte l'enseignant? L'enseignant se porte relativement bien, mais il est mal dans sa peau. Il se porte bien dans la mesure où il aime son métier. Il a le sentiment d'accomplir une vocation, mais il ne se sent pas toujours accompagné par les pouvoirs publics et il rencontre même beaucoup d'embûches sur son chemin. Nous connaissons un ouvrage de l'un de vos collègues et confrères enseignants qui a publié un livre intitulé « Tais-toi et enseigne », c'est-à-dire comme nous vous reconnaissons le droit d'enseigner. Ça me rappelle le Souffre et meurt sans parler voilà. d'Alfred de Vigny dans Les Destinées, la mort du loup. Je crois que cette déclaration était prémonitoire. Nous avons l'impression qu'on nous préparait à entrer dans une société où nous devrions endurer des souffrances et sous prétexte de stoïcisme, ne rien dire et mourir effectivement, comme le dit cette déclaration, sans parler. Mais nous croyons que nous ne sommes pas condamnés à être privés du bien-être et du mieux-être. Je pense quand même que l'enseignant a droit à une place au soleil et qu'il doit vivre de son métier. Et là encore, vous me rappelez Jacques Prévert qui dit de deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. Autrement dit, lorsqu'on travaille, à défaut d'avoir le soleil, on peut quand même avoir la lune. Encore que vous devez enseigner, mais s'enseigner. Effectivement. Jean-Paul Yongui, vous permettrez que je vous serve du Jean-Paul sans docteur, c'est un acquis. Ça me convient. Voilà, de savoir que vous êtes docteur en LMF, lettres modernes françaises. Au-delà, nous allons découvrir l'homme, parce que vous êtes convié ce matin comme invité
sur la base de votre parcours, Oui. vous avez connu une gradation, si on peut utiliser cette expression, du secondaire au supérieur. Vous avez connu l'administration de l'enseignement secondaire. Vous êtes enseignant du secondaire avant de devenir enseignant du supérieur. Il se trouve que vous avez, au-delà d'un PhD, 3 masters. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours? Oui, peut-être succinctement. Bon, là, il faudrait donner des détails, je pourrais aussi les donner. Oui. J'ai passé 15 ans dans l'enseignement secondaire, et l'enseignement secondaire privé, Oui. précisément. Et pendant ces 15 ans, j'ai eu la possibilité d'enseigner dans toutes les classes. J'ai l'expérience de toutes ces classes. Et c'est au terme de ces 15 ans que je migre vers l'enseignement supérieur. Et dans l'enseignement supérieur, j'enseigne depuis 11 ans. 10 ans précisément à l'université de Yaoundé 1 et 11 ans dans un établissement de la CEMAC qui forme les ingénieurs en statistique, économie, les économétriciens, etc. Et effectivement, je suis titulaire d'un doctorat en langue française, doctorat PhD, et les 3 masters, de quel master s'agit-il? Il y a un master en langue française, évidemment, puisque le viatique vers le doctorat, c'est le master, obtenu au mois de mai 2014. C'est d'ailleurs ce master qui m'ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Vous dites en 2014? 2014, oui. le master. D'accord. Et le deuxième master, je l'obtiens le 20 décembre 2023 à l'université de Berthois. Oui. C'est un master en sciences politiques. Le 4e master, il date du 10 juillet 2024. Celui-là, c'est en sciences de l'éducation et précisément en didactique des disciplines. Donc, je suis depuis ce temps-là un spécialiste de la didactique du français également. Vous êtes donc un enseignant accompli, formateur, mais au-delà formateur de formateurs, parce que intervenant également, il me souvient, à l'école normale supérieure. Oui, je tiens à le relever. Les 10 ans que je passe à l'université de Yaoundé 1, j'enseigne, je professe dans 2 établissements en même temps. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour quelqu'un qui est encore dans le statut de moniteur, dont j'interviens. D'enseignant assistant? D'enseignant. Non, les vacataires. Bon, nous allons revenir sur cette terminologie, parce qu'il y a tout un embrouillamini qui est entretenu expressément pour clochardiser. Les vacataires ne sont pas des moniteurs. Il y a les moniteurs, il y a les attachés d'enseignement supérieur et de recherche. Nous allons, avec votre permission, revenir sur cette terminologie. Mais disons que j'étais un chargé de travaux dirigés, d'une part, et d'autre part, un moniteur. Bien. Et je disais donc, j'interviens à la faculté des lettres, des arts, des lettres et des sciences humaines, et en même temps à l'école normale supérieure. Alors, en FALCH, je suis au département de français, et à l'école normale supérieure, j'interviens au niveau des classes scientifiques spéciales, qui sont un programme du MINESUP logé à l'école normale supérieure. Okay. Donc, pendant ces 10 ans, j'ai mené de front les 2, en plus maintenant d'avoir été au service d'une organisation inter-État dans le sens, dans le cadre de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Donc, on peut nommer, c'est l'ICA CEMAC, c'est-à-dire l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. D'accord. Alors, vous obtenez votre master en 2014, oui. Vous l'avez dit. Vous êtes docteur en 2000... Docteur en 2023. 23. Oui, le 21 septembre précisément. Près de 10 ans après. Oui, justement. Merci beaucoup pour la précision. Je suis de cette génération qui a pris son temps pour rédiger la thèse de doctorat. La vitesse prescrite par l'État depuis 2015, il y a des directives qui datent de 2015, des normes, c'est des normes universitaires, qui désormais prévoient une durée de 3 à 4 ans pour le doctorat PhD. Mais
je suis admis en doctorat en 2014, c'est-à-dire un an avant ces normes qui ne sont même pas directement entrées en application. Donc, je suis de cette génération, j'ai pris 9 ans à rédiger ma thèse de doctorat. Elle a 2 tomes et elle est de 1023 pages. On a envie de dire qu'il a fallu du temps pour devenir docteur. Oui, ça n'a pas été un chemin aisé. Vous avez voulu jeter l'éponge? Non, je n'ai jamais pensé à y renoncer. Mais par contre, j'étais obligé de tenir compte des facteurs conjoncturels, des problèmes. D'abord, la recherche, elle n'est pas financée. Elle n'est pas financée. Une thèse de doctorat, ça coûte cher. Nous n'avons eu aucun financement. Bon, par contre, c'est à la fin que l'État donne sa participation en versant des indemnités aux membres du jury. Des indemnités, je ne dirais pas conséquentes, mais qui lui coûtent quand même quelque chose. Ça va chercher dans les 2 millions. Voilà. Donc, ce n'est pas rien justement. On est reconnaissant de cette aide, mais sur la trajectoire, vous imaginez, pendant 9 ans, ce qu'il faut dépenser, l'équipement qu'il faut avoir à sa disposition, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Dans la logique de découvrir l'homme, j'ai envie de vous dire champion. Et quand je dis champion, vous me voyez venir, champion d'orthographe. Oui. Bien, je suis triple champion d'orthographe du Cameroun et je voudrais préciser qu'il ne s'agissait pas des concours scolaires parce que la perception que certains ont de mon statut de champion d'orthographe, c'est que je me suis distingué dans le cadre des compétitions scolaires. Non, je suis diplômé des championnats du monde d'orthographe. Et c'est dans le cadre des championnats du monde d'orthographe que j'ai acquis ces différents sacres. Je suis précisément 2 fois champion du Cameroun junior et puis champion toute catégorie du Cameroun. La 3e fois, le titre de champion toute catégorie ou champion senior, je l'ai acquis dans le cadre d'une dictée de la francophonie. C'était une dictée internationale. Voilà, et les 2 autres titres dans le cadre des championnats du monde d'orthographe. Je suppose que dans la suite de l'émission, vous me donnerez la possibilité de revenir sur, d'expliquer amplement de quoi il en retourne. Alors, ces différents sacres vous ont porté au pinacle, au-delà de votre propre personne. Vous représentiez le Cameroun. Vous êtes d'ailleurs allé jusqu'aux Nations Unies, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça. Est-ce que vous avez eu envie d'y rester? Le Cameroun est un très beau pays. Et je tiens à vous dire, le Cameroun dans lequel j'ai grandi moi, je suis né en 1973. Ça veut dire que j'ai un peu connu le système Ahidjo, la vie sous le système Ahidjo et puis l'ère Biya amplement. Voilà. Les Camerounais n'étaient pas portés vers l'extérieur. Les Camerounais ne ressentaient pas de fascination exotique pour l'extérieur. Ils se sentaient bien dans leur pays. C'est pourquoi vous constaterez que c'est ces dernières années que nous commençons à chercher à occuper des fonctions importantes à l'international. Mais c'était le domaine de prédilection des Sénégalais, des Maliens, etc. Donc, quand je me rends aux États-Unis, je reviens sereinement dans mon pays, puisque c'était un pays où il faisait bon vivre. C'est vrai, j'arrive aux États-Unis en 1992, c'était l'année de la compétition, 5 ans après l'éclatement de la fameuse crise économique de 1987. Mais jusque-là, nous n'étions pas inquiets, outre mesure. Voilà. J'étais en classe de terminale et il y avait un système de bourse qui existait encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'attribution des bourses s'est arrêtée avec ma promotion. Juste avant ou après vous? Avec notre promotion. Je vous décris un peu la scène. Nous sommes allés au ministère qu'on appelait à l'époque ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous y sommes allés, nous avons rempli les formulaires parce que la condition pour être boursier camerounais, c'était d'avoir 12 au baccalauréat.
Et moi, j'étais en série A. Et il revenait à l'apprenant, à l'élève lui-même de se décider à aller remplir ses formulaires. S'il se sentait capable d'avoir au minimum cette moyenne de 12. Donc nous l'avons fait et à la rentrée d'après, on nous a purement et simplement expliqué qu'à cause de la conjoncture difficile, le Cameroun n'enverrait plus des boursiers à l'étranger, mais nous avions rempli ces formulaires. Pour vous dire que quand je vais aux États-Unis et je reviens, je sais qu'après, je pourrais avoir une bourse, repartir et revenir encore. Et même travailler. Et pour travailler au Cameroun. Nous n'allions pas pour nous incruster à l'étranger parce que, comme je le disais, notre pays, il est paisible. C'est un pays qui permet de s'épanouir. Donc c'est la dureté, la rudesse actuelle de la vie qui amène les Camerounais à regarder désormais l'Occident, notamment comme un Eldorado. Lorsque vous le dites, est-ce que vous croyez encore à la maxime, faites l'école et l'école vous fera du bien? Il est très difficile d'y croire. Et surtout dans le contexte actuel, le contexte camerounais, qui ne favorise pas la méritocratie, déjà. Donc vous pouvez être un génie, un surdoué, c'est la réalité aujourd'hui au Cameroun. Nous allons décrire ces faits probablement tout à l'heure. Vous n'êtes pas forcément reconnu. Très souvent même, vous êtes méconnu. Et il y a une expression qui est entrée dans le langage camerounais qui me choque souvent. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est brillant à l'école, les autres répondent c'est pour lui et pour sa famille. Donc nous avons construit un égoïsme qui est tel que on préfère positionner les siens, même si la médiocrité, excusez-moi le terme, nous ne dénigrons personne, mais même si c'est celui qui fait preuve de médiocrité, on le positionne et on laisse de côté les méritants. On le ressent dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui au Cameroun. Donc l'école qui fait du bien, on peut nous permettre d'en douter. D'accord. Nous allons aussi fêter le parcours sportif de l'homme au-delà de l'aspect académique. Oui. Vous avez une vie sportive. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques clichés? Oui. Alors, je commence par, disons, le début, c'est en 1988. Mon papa avait une habitude, celle de ramener le Cameroun Tribune chaque jour à la maison. Donc, j'avais coutume quotidiennement de... Et à l'époque même, c'était presque le seul journal. Il y avait très peu de journaux privés. Je me souviens, il y avait la Gazette, mais il y en avait très peu. Et un jour, donc, en ouvrant ce journal, je vois championnat du monde d'orthographe. Je me dis, mais j'ai déjà tout démontré dans le cadre scolaire. J'étais en classe de 4e. J'ai l'occasion de me mesurer à d'autres cerveaux performants en orthographe venant d'autres pays du monde. Je ne peux pas rater cette occasion. Donc, voilà ce qui me porte. Je ne m'imagine même pas encore que dans le cadre de ce concours, on peut voyager pour aller faire des finales, des finales à l'étranger. Moi, mon souci, c'était de voir ce que je vaux par rapport aux autres. Alors, 88, je parviens à me qualifier pour la finale nationale parce qu'il y avait des éliminatoires. Au niveau des éliminatoires, on vous soumettait des livrets. Et ces livrets avaient des exercices très compliqués qu'il fallait remplir. Donc, ça balayait d'abord un bon nombre de candidatures. Et puis, on passait à la finale nationale. Donc, je me qualifie pour la finale nationale. Je me souviens, je crois que j'étais cinquième à ce moment-là. Et je reviens en 1989. Bon, il y avait eu un désordre dans l'organisation cette année-là. C'est-à-dire que le Centre culturel français qui hébergeait la compétition à Yaoundé et à Douala, c'était bien organisé à Douala, mais pas à Yaoundé. Donc, je vous passe un peu les détails, mais pour vous dire, on était entre le Centre culturel français et la CRTV. On ne savait où la dictée, nous allons la rédiger. Donc, on nous a relu la dictée vers 19h. Quand je dis relu, c'est parce qu'elle avait déjà eu lieu en France. On avait même précipitamment quitté les studios de la CRTV parce qu'on ne voulait pas
être accusé de tricherie. Vous voyez un peu la moralité à l'époque. Or, on aurait pu suivre un peu et puis courir au centre culturel français et faire comme si on n'a jamais rien suivi. Donc, non, nous sommes sortis précipitamment, nous sommes allés au centre culturel français. Nous avons dit au directeur, mais la dictée, elle a commencé. Et finalement, il est allé, je ne sais pas, c'est par fax qu'il avait reçu. Il nous a lu la dictée. Bon, les résultats n'étaient pas bons. Cette fois-là encore, j'avais été battu. Parce que le champion devait être le meilleur entre Yaoundé et Douala. Voilà. Alors, Jean-Paul Yongui, on va dire que vous avez un parcours arc-en-ciel, spécialiste des sciences de l'éducation, parce que sorti des entrailles de la faculté des sciences de l'éducation, logé à l'université de Yaoundé 1, vous avez enseigné à l'école normale supérieure, vous avez enseigné dans le système secondaire à un niveau assez intéressant, des classes vous avez dit toutes les classes. Oui. On va dire que vous êtes assez ouin, assez outillé, assez capacité pour parler aujourd'hui de la gouvernance universitaire, parce que vous êtes désormais technicien d'amphi et vous l'êtes d'ailleurs depuis plus d'une dizaine d'années. Vous allez donc permettre qu'avec vous que nous entrions dans le vif du sujet, qui est le fil rouge de cet entretien. Tout à fait. À tout de suite. Alors, on va dire que Jean-Paul Yongui est un citoyen au parcours arc-en-ciel, spécialiste des sciences de l'éducation, parce que sorti de la faculté des sciences de l'éducation, logé jusqu'ici à l'université de Yaoundé 1, diplômé de l'université de Yaoundé 1, parce que titulaire d'un doctorat PhD, enseignant à l'école normale supérieure et dans d'autres écoles du Cameroun. C'est donc dire que vous êtes assez outillé, assez ouin et capacité pour aborder le sujet qui nous sert de fil rouge de notre entretien. Nous parlons de la gouvernance universitaire, du moins. Avec vous, nous allons faire l'autopsie de l'université camerounaise. Vous allez nous permettre de le faire sans porter les gants. Docteur Jean-Paul Yongui, quel est l'état de santé de l'université camerounaise à ce jour? Oui, j'ai été amusé par le mot autopsie qui connotait un état cadavérique. Bon, mais je crois que nous ne pouvons pas encore décréter la mort subite de notre université. C'est une image. C'est une image, justement. Nous la revendiquons même vivante, mais dans un état critique. Elle est dans un état critique et nous devons avoir le courage de le reconnaître. Elle fonctionne, mais avec des approximations. Elle n'a pas toujours la main heureuse dans tout ce qu'elle entreprend. D'accord. Main heureuse pour dire? Oui, je voudrais simplement dire que les initiatives de nos universités ne sont pas toujours couronnées de succès. Mais je voudrais quand même revenir sur les acquis, parce qu'il y a des acquis. Et nous sommes des enfants de la dialectique, ce qui signifie que nous devons toujours peser entre le pour et le contre. Absolument. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons 11 universités d'État au Cameroun. Et il faut reconnaître que c'est une avancée significative. C'est une avancée significative. Nous avons également le traitement salarial des enseignants qui a significativement évolué. Je voudrais surtout insister sur les primes de recherche. Sur les primes de recherche, nous avons les assistants qui ont droit à une prime trimestrielle. Je crois qu'elle est de 385 000, si je ne m'abuse. Par trimestre? Par trimestre. Oui. Par trimestre. Nous avons les chargés de cours qui sont à 680 000, les maîtres de conférences à 864 000, et puis les professeurs des universités qui sont à 1 million de primes de recherche trimestrielles. Je ne dis pas que c'est suffisant,
parce qu'il paraît que les bénéficiaires, je n'en fais pas encore partie, estiment que l'État peut mieux faire justement, mais je crois que par rapport à la condition que nous avons connue, la condition des enseignants du supérieur dans les années 1990, c'est une amélioration qu'on peut mettre au crédit du ministre qui est en place. Il paraît qu'il est là depuis Jacques Famindongo. Je crois qu'il est là depuis une vingtaine d'années et on peut lui reconnaître ce mérite. C'est pour dire que lorsque nous devenons critiques, on doit aussi reconnaître que c'est parce que nous estimons qu'il y a des insuffisances parfois graves qui n'enlèvent rien au mérite des différents ministres qui ont œuvré pour qu'on en arrive là et le mérite aussi de celui qui est en place aujourd'hui. On dira donc qu'un tien vaut mieux que deux tu auras pour saluer cette avancée, même si certains la trouvent un peu timide. Vous avez parlé de la création, du moins de l'existence de 11 universités à capitaux publics. Et sur le plan de l'infrastructure, nous savons que certaines universités aujourd'hui décollent au fur et à mesure, même sur le plan infrastructurel. Est-ce que ces projets de création des universités dans d'autres villes comme Bertoua et Bolova, est-ce que ça a été réellement bien pensé? Je pense que c'est une bonne idée, sincèrement. Nous devons penser aux populations dans les décisions politiques qui sont prises. Et j'ai personnellement, je vous ai dit que j'ai eu mon master, j'ai décroché, si vous voulez, mon master 2 en sciences politiques à l'université de Bertoua. Et ça m'a donné l'occasion de vivre la réalité sur place. Les parents d'élèves qui, pendant des décennies, ont dû envoyer leurs enfants à 1000 km, 500 km, 600 km, parce que c'est uniquement à Yaoundé qu'on pouvait avoir une université, sont soulagés. Ils sont soulagés. Et pendant mon séjour à Bertoua, dans le cadre du Master 2 en sciences politiques, j'ai été ému. C'est bouleversant de voir cette image des jeunes Camerounais qui désormais soit résidant à Bertoua ou dans les environs de Bertoua et autres, voilà, n'ont pas besoin de faire le trajet de Yaoundé pour bénéficier d'une formation. Donc, je crois que le gouvernement marque des points sur ce plan. Bon, maintenant, on peut légitimement s'impatienter sur le plan infrastructurel parce que à Bertoua, l'université, celle-là au moins, j'y ai été, elle est logée sur plusieurs campus. Donc vous avez des étudiants d'une même université. Est-ce que ça ne rend pas difficile la mobilité des enseignants? La mobilité peut-être pas, parce que la ville n'est pas... Par contre, la cohésion. Oui, la cohésion, parce que c'est quand même un travail d'équipe. Même si on est de facultés différentes, à un moment, on doit se retrouver dans un conseil d'université. Les étudiants eux-mêmes ont besoin de se côtoyer dans un campus unique. Bon, je crois quand même qu'il y a des projets dans ce sens. D'autres choses que je voudrais relever. Il y a des maquettes qui ont été présentées après la création des universités de Garoua et Bolova et Bertoua. Bon, sur le papier, elles sont attrayantes. Maintenant, nous ne comprenons pas pourquoi il faut attendre un temps si long pour les avoir. Et je voudrais vous dire qu'à Yaoundé même, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. À Yaoundé, il y a la maquette de l'université de Soa qui a été... L'université de Yaoundé 2. De Yaoundé 2 Soa, c'est une université futuriste, mais sur le papier. Et je crois que le MINUSUP a aussi un problème de communication. On vous présente des maquettes, 3 ans passent, 5 ans passent, peut-être 7 ans. D'accord. Alors, nous parlons de la mobilité aussi des enseignants qu'il faut revoir parce que certaines de ces universités, vous allez permettre l'expression squat. Oui, c'est ça. Et j'étais en train de vous dire, les universités en question occupent des immeubles dans les quartiers. Il y a quand même la faculté des sciences juridiques et politiques de Bertoua qui a dû prendre quelques bâtiments du lycée technique. Bon, toujours est-il que ça appartient au ministère des enseignements secondaires. Voilà, ça n'appartient pas au MINUSUP. Et je voulais dire, ici à Yaoundé,
en faculté des sciences de l'éducation où je suis, nous sommes énormément à l'étroit. Il y a des bâtiments en travaux, mais les finitions, elles sont toujours attendues. Et vous avez déjà le premier cycle qui a été créé récemment. Voilà, il est presque complet, donc on se demande de quoi l'avenir sera fait. J'espère que mon cri de cœur pour cette faculté qui m'est devenue très chère va porter. Rassurez-vous. Merci, Dr Jean-Paul Yongui, pour avoir répondu favorablement aux questions de cette toute première édition de l'émission Sans filtre. Merci à vous de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver avec un autre invité sur le fauteuil de l'invité.